De retour à la question d'actualité, quelles sont les causes de ce que les historiens ont nommé la grande saignée dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire l'exode massif d'environ 900 000 Canadiens français, ce qu'on appelait les Canadiens français à l'époque, là, qui ont quitté le Québec pour les États-Unis, surtout la Nouvelle-Angleterre, entre 1840 et 1930. Rappelons que la population du Québec en 1901 était de 1,65 million de personnes, donc 900 000 Canadiens français qui sont quittés et sur une population qui compte les départs ici, 1,65 million de personnes. C'est énorme. Pour en parler, nous recevons donc Vincent Geloso, professeur associé d'économie à l'Université George Mason en Virginie, aux États-Unis. Monsieur Geloso, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Je vais mentionner aussi que vous avez publié 2 livres, si je ne m'abuse, Rethinking Canadian Economic Growth and Development Since 1900, donc en anglais, là, bien sûr, là, chez Palgrave Macmillan, c'est en 2017, et ainsi qu'en français, cette fois, du grand rattrapage au déclin tranquille chez Accent Grave en 2013, ici même au Québec. Est-ce qu'il m'en manque? Il y a d'autres livres, mais en anglais, qui ne sont pas sur des sujets québécois. Ah, d'accord. Écoutez, donc vous avez publié plusieurs livres. Vincent Geloso, il y a plusieurs raisons là, qui ont expliqué, ou du moins les historiens ont expliqué cette saignée, ce qu'on a appelé une saignée. Notamment le surpeuplement des terres agricoles et le manque d'emploi, essentiellement que le Québec était une province pauvre. Mais vous avez une explication, ou du moins qu'il y a peu de croissance, vous avez une explication alternative là, pour expliquer cette partie de l'histoire qui me semble un peu oubliée aujourd'hui, je devrais vous dire, à mes yeux. En fait, c'est quand les gens disent qu'il y avait un surpeuplement agricole, un manque d'emploi ou un manque d'opportunités, si on veut, c'était basé sur l'idée qu'il y avait des endroits que ça faisait longtemps qu'il y avait de la production agricole qui se faisait sur elle et qu'il y avait eu une érosion de la qualité des sols à cause des longues périodes d'agriculture qui se sont faites. Et trop de gens sur des terres qui deviennent moins productives, qui créent des déclins de la productivité agricole, des déclins du revenu agricole, et donc les gens, techniquement, devraient s'appauvrir. Le problème, c'est quand on confronte ça aux données, donc on prend par exemple les données des vieux recensements, puis qu'on regarde est-ce que les endroits qui étaient colonisés depuis plus longtemps étaient ceux dans lesquels la productivité agricole était plus basse ou le revenu agricole était plus bas? La réponse, c'est non. C'est tous des endroits que le revenu agricole et la productivité agricole étaient supérieurs. Donc, il y a pas, le lien n'est pas là. En fait, quand on regarde même d'autres choses sur l'évolution des salaires au Québec, l'évolution des revenus agricoles, l'évolution des inventaires après décès qui mesurent la richesse des gens, quand on essaie de trouver des manières détournées de mesurer l'activité économique, qu'on regarde la mortalité infantile, qu'on regarde l'alphabétisation des gens, tout ce qu'on trouve systématiquement, c'est que le niveau de vie s'améliore au Québec. En fait, le plus comparable avec le reste du monde, c'est que la croissance est quelque part entre 0,4 et 0,7 % par année, ce qui n'est pas rapide pour nous aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est exceptionnel. C'est rapide pour des standards historiques, mais aussi pour des standards comparatifs de l'époque, à l'exception de nos voisins immédiats, les États-Unis, qui, eux, ont de la croissance encore plus rapide. Donc, le point que moi je fais, c'est que ça n'a jamais été que le Québec était un endroit qui repoussait ces gens. C'était juste qu'il y avait un endroit à côté qui était encore plus exceptionnel que le Québec en termes d'histoire, en termes de performance économique en perspective historique, et donc, lui, attirait davantage. Donc, c'était pas que le Québec était un repoussoir, c'est qu'il y avait la plus grande manne qui pouvait exister, c'est-à-dire la croissance économique américaine était exceptionnelle et elle partait d'un niveau plus élevé en plus. Est-ce qu'on parle ici de différence de salaire ou j'allais dire différence de pouvoir d'achat, comme on dit de nos jours, dans le sens où un salaire pour un ouvrier qui travaillait dans une usine en Nouvelle-Angleterre versus la même chose au Québec était largement supérieur du côté américain et c'est ce qui fait, comme vous avez dit, là, c'est pas les Québécois qui étaient poussés à quitter, mais qui étaient plutôt attirés de l'autre côté? Oui, en fait, les comparaisons tiennent compte. Je vais clarifier, les comparaisons essayent de tenir compte des différences dans le coût de la vie. Il y a un peu d'incertitude dans la taille des différences du coût de la vie, mais c'est comme un argument de quelque part entre X et X, et le Québec est définitivement la moitié de X et peut-être le tiers de X. Donc, toujours définitivement, même si on prend en compte
qu'on pourrait appeler une sorte d'intervalle de confiance. Même si on tient compte de ça, c'est très clair que le Québec a toujours été un endroit à rapide croissance, mais à croissance plus lente que les États-Unis et à des niveaux qui étaient beaucoup plus bas que les États-Unis. C'est pourquoi les Québécois étaient très attirés vers les États-Unis. C'est pas tant que le Québec était repoussant en lui-même parce qu'il n'y avait pas de déclin du niveau de vie, il n'y avait pas de réduction de la qualité de vie au Québec. En fait, il y avait une croissance assez rapide. C'est juste qu'elle était définitivement pas aussi rapide qu'au sud. Est-ce qu'on avait le même phénomène en Ontario? Parce que j'imagine que la même logique s'appliquait ici. Oui, l'Ontario avait une croissance qui était plus rapide que le Québec aussi, mais seulement après 1870. En fait, quand on regarde surtout la période des années 1840, 1850, 1860 jusqu'à la Confédération, le Québec, en fait, les salaires au Québec augmentent plus rapidement que ceux en Ontario. Donc, il y a un rattrapage. Et en fait, à l'aube de la Confédération, c'est un fait un peu oublié. Les Québécois sont peut-être, et là, il y a toujours une incertitude parce qu'on gère des données historiques. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réinvestiguer parce que ça a été perdu à l'histoire. Mais les Québécois sont peut-être 5 à 15 % plus pauvres que les Ontariens, ce qui est définitivement pas un écart gigantesque comparativement à ce qu'on observe, disons, en 1800 ou en 1940. Donc, il y a eu une période de 30 ans jusqu'à la Confédération, en gros, dans laquelle, en fait, le Québec avait même réussi à rattraper avec l'Ontario. Mais l'Ontario elle-même était plus pauvre que le reste des États-Unis. Ben, c'est ça. Ce qui explique un peu aussi pourquoi les Québécois n'ont jamais été vraiment attirés vers l'Ouest canadien. Ils ont toujours été plus attirés vers le nord des États-Unis, dans lequel les salaires étaient non seulement augmentaient beaucoup plus vite qu'au Québec, mais aussi étaient à un niveau supérieur. Mais est-ce que les Ontariens quittaient aussi pour les États-Unis de façon significative? Pas dans des proportions aussi importantes, mais vous pouvez trouver énormément d'Ontariens qui ont immigré aux États-Unis. En fait, si je me souviens bien, quand on regarde, par exemple, le recensement de 1910 aux États-Unis, il y a une division entre le nombre d'Anglo-Canadiens et de Franco-Canadiens. Ah, ben oui. Donc, le recensement casse la catégorie en deux pour qui est né à l'étranger. Et là, c'est de mémoire que j'y vais, mais les chiffres sont assez comparables. C'est sûr que le Québec étant un petit groupe, avoir des chiffres comparables avec le reste du Canada veut dire que proportionnellement, il y avait beaucoup plus de Québécois francophones qui étaient partis. Mais en tant que tel, ça veut dire qu'il y avait d'autres Canadiens qui étaient partis, dont plusieurs Ontariens. Donc, c'est pas qu'il y en avait de l'immigration hors Canada qui venait des anglophones. Vous êtes un historien de l'économie, là, si je comprends bien, et je vais vous poser la question suivante. Mais c'est vaste, c'est général, vous répondez comme vous voulez, mais est-ce qu'on a mal compris l'histoire de la croissance économique au Québec et au Canada? Remontons jusqu'à la Confédération, admettons. Hein? Oui, énormément, largement parce que les historiens et les économistes ne sont pas capables de se parler entre eux parce qu'ils ont chacun des vocabulaires tellement différents qu'ils n'ont pas la capacité à se traduire l'un et l'autre. Alors, les outils de l'économiste sont inaccessibles pour l'historien et les méthodes de l'historien, les sources historiques que les historiens maîtrisent sont inaccessibles pour les économistes. Donc, l'effort que moi, je vois que je fais, c'est d'essayer d'être le traducteur entre les deux différents langages et aussi, comme rémunération, d'être celui qui publie en premier sur les résultats de ces traductions-là. Donc, d'aller consulter les archives, de comprendre les archives, d'extraire les sources nécessaires pour mesurer le passé. Et ce qu'on arrive, c'est une histoire qui est... parfois confirme certaines choses qui ont déjà été dites, les nuances souvent, mais plus souvent qu'autrement, il y a des aspects de la mythologie historique ou ce que vous pourriez appeler le récit national qui s'effondre entièrement. Je reviens à la période dont on a parlé, on va dire 1870 à peu près à 1930. Vous avez dit que la croissance au Québec et en Ontario était, j'allais dire, supérieure à celle du monde entier.
mais inférieure à celle des États-Unis. Les États-Unis étaient, disons, surproduisaient, ou du moins étaient une économie en croissance tellement forte que même si la croissance ici était significative, la leur était largement supérieure. Est-ce que les causes de la croissance au Québec versus les États-Unis étaient la même, essentiellement l'industrialisation? Et qu'est-ce qui explique que les États-Unis avaient une croissance, je veux dire, économico-technologique supérieure à la nôtre? Il y a plusieurs éléments dans votre question. Le premier, c'est que oui, le Canada a une croissance assez exceptionnelle dans cette période-là, mais il est beaucoup plus pauvre que les États-Unis. Donc, le niveau est plus bas et la croissance est assez rapide. Et c'est seulement vers la fin du 19e siècle, donc ce qu'on appelle le weed boom, qui est mal appelé, là, j'ai d'autres travaux sur ça, mais qui est mal appelé, c'est 1896. C'est là qu'il y a définitivement une accélération canadienne et que l'écart entre le Canada et les États-Unis commence à se refermer, ce qui implique que la croissance a été plus rapide. Mais pour les premières 25 ans de la Confédération, la croissance est plus basse et elle est particulièrement plus basse au Québec. Et les raisons de ça sont difficiles à identifier précisément, donc de quantifier l'importance, de dire « Ah, tel pourcentage, c'est l'éducation ou c'est les conséquences, par exemple, des politiques protectionnistes. » Mais la réalité, c'est qu'on est quand même capable de dire que le plus gros inconvénient qu'il y a pour le Québec, c'est l'éducation. Le Québec donne un quasi-monopole à l'Église catholique sur l'éducation, et l'éducation sert une autre mission que ce qu'on pourrait appeler l'accumulation de capital humain et de savoir, mais a plutôt pour objectif de favoriser la survie culturelle du Québec. Et si ça a réussi, cette survie culturelle, parce que on est encore là, donc elle a réussi, mais elle a réussi à un coût assez important, qui est que les Québécois sont un peuple vers le début du 20e siècle, avec des taux d'alphabétisation très bas, des nombres d'années de scolarité. Mais c'est encore vrai. C'est encore vrai, mais beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est sûr. L'écart s'est beaucoup refermé, mais c'était largement un résultat d'éducation. Et en fait, on le sait tout simplement parce que quand on regarde, quand les francophones ont commencé à rattraper les anglophones, à l'intérieur du Québec notamment, c'est quand on a introduit la loi sur l'instruction obligatoire en 1943 qu'on découvre que les francophones commencent à rattraper rapidement les anglophones parce qu'ils accumulent beaucoup, beaucoup plus de capital humain. Et en fait, vers 1970, à l'aube de la loi 101, il y a quelque chose que peu de gens soulignent, c'est qu'il n'y a plus d'écarts salariaux entre les francophones et les anglophones dans les jeunes cohortes. Donc, le rattrapage parmi les gens qui ont été affectés par les lois qui ont encouragé plus d'éducation au Québec en 1943, ceux qui ont été affectés par cette réforme, ont eu des gains de salaire tellement importants qu'ils ont fermé l'écart entièrement avec les anglophones. Le reste de l'écart qui existait entre francophones et anglophones au Québec, c'était pour l'ensemble de la population et était dominé par les gens plus âgés qui n'avaient pas été affectés par ces réformes. Donc, le gros de la différence entre le Québec, post-confédération, et les États-Unis est lié au sujet de l'éducation. Avant la loi 101. L'écart avait été comblé, là, à peu près. Là. Chez les jeunes francophones, c'est très important de dire ça. Oui. Il n'y avait plus d'écart entre revenus des jeunes francophones et des jeunes anglophones. En fait, il y a même des signes que chez les unilingues anglophones, il y a une pénalité salariale de ne pas connaître le français chez les jeunes cohortes. Donc, il y a eu un rattrapage qui s'est fait très rapidement, mais c'était parce que c'était lié à l'éducation. Mais même, ça permet un peu de changer même des choses comme l'interprétation des origines et conséquences de la loi 101. C'est que sans dire que la loi 101 n'a pas eu d'effet, c'est en train de dire que la loi 101 était le résultat d'un rattrapage économique des francophones. Sans ce rattrapage, il n'y aurait probablement pas eu de loi 101. Tout simplement avant, parce que quand la qualité de l'éducation au Québec était médiocre, une des manières que les francophones avaient d'augmenter leurs revenus, c'était d'apprendre l'anglais.
Une fois que l'éducation est devenue plus importante, plus valorisée, et donc elle offrait des rendements supérieurs, les francophones ont arrêté d'apprendre l'anglais. Et ce qu'on voit notamment dans les 20 ans après la réforme dont je vous parle, même les 30 ans après, c'est que le taux de bilinguisme chez les francophones québécois diminue très rapidement et le taux de bilinguisme chez les anglophones augmente. Ce qui est conforme à l'idée que ce qui se passe, ce qui domine, c'est que l'actif, c'est dur pour des gens de penser ça comme ça, mais l'actif qui est l'éducation, parce que c'est comme du capital qui offre des rendements. Si votre éducation vous offre des salaires plus élevés, de la même manière qu'une machine vous offre des revenus plus élevés pour votre ferme, bien, ce capital-là valait beaucoup plus et donc était plus attirant que d'autres manières d'augmenter vos revenus, notamment parler l'anglais. Donc, on voit des baisses de bilinguisme chez les francophones, notamment chez les jeunes francophones. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est l'inverse. Je dirais que je vais de mon vécu, là, je suis né dans les années 80, presque tous les jeunes francophones de ma génération, surtout ceux qui sont à l'université, parlent anglais. Le bilinguisme atteint des taux, là, surtout chez les francophones, comme j'ai dit, éduqués à l'université, ou du moins qui ont fait un bac au minimum. Leur maîtrise de l'anglais, là, je dirais 90%, peut-être même presque 100% d'entre eux, est suffisante au moins pour faire des affaires, pouvoir travailler en anglais, ce qui veut dire qu'ils ont une bonne maîtrise de l'anglais. Oui, je suis pas en train de dire que ce que je décris explique tout et absolument tout, mais pour l'époque, étant donné le contexte, les résultats sont très cohérents entre eux. Mais ça montre aussi, quand on regarde aussi les descriptions que je viens de vous faire de la croissance économique, elles coïncident aussi avec les changements dans les flux de migration qui se sont produits vers les États-Unis. Donc, il y a un ralentissement qui commence dans l'immigration des Québécois au tournant du 20e siècle, quand la croissance canadienne globalement rattrape, mais aussi au tournant du 20e siècle, la croissance américaine fléchit un tout petit peu aussi. Donc, les différentiels s'atténuent et par conséquent, l'attrait de quitter s'atténue aussi. Bien sûr, les États-Unis, faut ajouter que vers 1923, ils appliquent des lois beaucoup plus draconiennes sur l'immigration, ce qui explique une partie de ça. Mais le déclin des immigrants francophones vers les États-Unis prédate la loi qui a mis des barrières plus formelles vers leur migration, notamment des lois sur les taux d'alphabétisation. Donc, il fallait qu'ils sachent lire et écrire, certaines choses comme ça. Donc, mais même là, il y a le timing des changements coïncide avec le reste, avec ce qu'on devrait s'attendre des faits économiques. Vincent Joseau, professeur d'économie à l'Université George Mason en Virginie aux États-Unis. Je nous ramène au présent. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Quand on regarde la productivité canadienne et américaine depuis 10 ou 15 ans, on a l'impression, je ne sais pas si on a l'impression ou si c'est carrément prouvé, que la production américaine est en forte hausse, tandis que la production ou la productivité canadienne, elle, commence à décliner et l'écart se creuse, ce qui me fait dire que l'écart de richesse du citoyen moyen aussi entre les États-Unis et le Canada se creuse, ce qui veut dire que les Américains s'enrichissent, tandis qu'on s'enrichit moins vite ou on s'appauvrit au Canada. Est-ce qu'on pourrait peut-être entrevoir un phénomène similaire d'une ampleur inférieure, là, bien sûr, mais où essentiellement beaucoup de Canadiens et de Québécois se diraient, je vais faire beaucoup plus d'argent aux États-Unis, donc je quitte. Je vais ajouter 3 commentaires à votre réponse. Le premier, c'est que sur les faits de la croissance canadienne, puis avec une perspective historique, vers le début de la Confédération, le Canadien moyen fait à peu près 55% du revenu de l'Américain moyen. Vers 1920, on est rendu aux alentours de 75%. On a un peu de rattrapage jusqu'aux années 50, autour de 80%, mais depuis 1950, le revenu d'un Canadien moyen est quelque part entre 77 et 83% du niveau de l'Américain moyen, et c'est plutôt stable autour de ça. Depuis 10 ans, ce qu'on voit, c'est qu'on se redirige vers le bas de cet intervalle qui est une sorte de régularité depuis plusieurs décennies. On se redirige vers le bas et on semble le traverser, ce qui implique que, oui, le Canada a moins de croissance.
Mais deuxièmement, je pense pas qu'il y a des raisons de croire qu'il y aurait énormément de migration vers les États-Unis parce que les deux périodes sont difficiles à comparer sur le cadre institutionnel et légal. Pré-1923 aux États-Unis, l'immigration est très, très libre. Il y a énormément de gens qui arrivent aux États-Unis, qui peuvent immigrer, qui peuvent venir s'établir. Et il n'y a pas vraiment de restrictions qualitatives sur par exemple, les talents que la personne doit avoir. Aujourd'hui, pour un Canadien d'immigrer aux États-Unis, il faut généralement avoir une performance exceptionnelle comme chercheur, comme artiste, comme joueur sportif, donc comme athlète. Faut aussi avoir des qualifications qui viennent avec un employeur qui est prêt à justifier votre embauche et de vous sponsoriser en disant que vous avez un talent unique. Donc, le climat d'immigration est beaucoup moins libre, ce qui me ferait dire que pour le même écart économique entre les deux endroits dans les deux périodes, on est définitivement moins de chances d'avoir le même flot de migration aujourd'hui qu'à l'époque, tout simplement à cause des barrières légales. Vincent Geloso, professeur d'économie à l'Université George Mason en Virginie aux États-Unis, un grand merci. C'est un plaisir. À ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Jérôme Costigan. On vous rappelle que l'émission est en rediffusion à 17h du lundi au jeudi et on vous dit à demain.